Je vous présente Benoît, le docteur Benoît Poutet, qui travaille aussi dans notre clinique et qui va parler sur la sexualité. C'est une présentation que j'ai préparée, mais qui, lui, l'a un peu modifiée à sa façon. Et il est très au courant, donc après, vous pouvez lui poser toutes les questions indiscrètes que vous voulez. C'est un grand expert de tous ces problèmes-là. Voilà. Merci Thierry. Donc, ma charge est aujourd'hui d'essayer de stimuler votre attention, parce que c'est vrai que là, on va tomber en plein dans le coup de pompe postprandial. Donc, pour commencer, on va commencer relativement fort, puisque je vais vous dire que les thérapies hormonales sont les meilleures pour augmenter la sexualité, l'excitation sexuelle et la libido. Bien faire attention à ce que c'est la libido. La libido, c'est l'envie. Parce que beaucoup de patients confondent libido et performance sexuelle. Les hormones vont permettre également d'augmenter la sensibilité sexuelle. Par exemple, la DHT peut augmenter la sensibilité au niveau du gland. Elles peuvent également stimuler la fonction érectile, l'éjaculation. Et on va essayer de revenir un tout petit peu plus romantique, attentionné. Elles peuvent favoriser la relation, la confiance vis-à-vis de l'autre. Comment augmenter l'excitation, l'attractivité sexuelle? Commençons par la représentation de deux corps qui sont soi-disant parfaits, avec la vision féminine d'un côté et la vision masculine de l'autre. Ce que vous voyez, il y a une différence au niveau de la taille des muscles. La vision masculine aime le volume, elle aime le foot, parce que comme vous voyez David Beckham, les jambes de Frank Lampard, et la vision féminine, elle est tout à fait différente, ou quand même en grande partie différente. Ce qui est dommage pour moi, c'est qu'elles aiment les cheveux longs, un cuir chevelu bien fourni, et elles sont plutôt dans un corps plus élancé et plus longiligne. Nous, on préfère effectivement le volume. Alors, en ce qui concerne l'attractivité sexuelle, si je demandais aux femmes de l'auditoire de choisir entre deux types de visages, un visage qui est véritablement masculinisé, taillé à la serpe, ou alors éventuellement un visage dont le teint est coloré, signe de bonne santé. Quel est le type de visage que vous préféreriez avoir d'un point de vue attractivité sexuelle? Je vous pose la question à vous, madame. Celui qui est rose? Eh bien, absolument. Vous avez parfaitement raison. Selon cette étude, il est plus intéressant pour une femme d'un point de vue attraction sexuelle d'avoir un teint coloré, rose, signe de bonne santé, plutôt qu'un visage véritablement taillé à la serbe, signe d'une virilité maximale. Ouais, non, mais ouais, difficile. Ouais. Et puis en plus, avec l'éclairage, c'est vraiment pas facile. Alors, simplement, pour commencer, il faut bien manger des légumes et des fruits. Ah, ça recommence, pardon. Bien manger des légumes et des fruits pour débuter à stimuler l'excitation chez l'autre. Donc, pour obtenir un corps mâle attractif, une bonne diète, la plupart du temps une diète paléolithique, un bon nombre d'exercices physiques et optimiser les différents niveaux des hormones, aussi bien thyroïdiennes, surrénaliennes, sexuelles et somatotropes. La testostérone va augmenter l'attraction sexuelle. Alors là, effectivement, on passe de beau mâle à un exemple un tout petit peu asexué, enfin pas tout à fait asexué, mais véritablement dont les caractères sexuels sont limités. D'ailleurs, pour le rendre un tout petit peu plus humain, on va peut-être l'appeler Donald, et pourquoi pas Donald T. Alors, selon vous, qu'est-ce qui manque à ce brave homme? Des poils, des muscles. De nouveau, c'est vrai que la qualité de l'image n'est pas extraordinaire, mais effectivement, il n'est pas assez rosé. Et donc, il s'agit bien d'un déficit en androgène. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le Donald T pour les initiales, déficit en testostérone.
vous avez une pâleur accentuée, une diminution de la masse musculaire et aussi un déficit en dihydrotestostérone qui va se traduire par une diminution de la pilosité pubienne et d'une diminution au niveau de la pilosité des jambes. Et effectivement, il est nettement moins attractif que les deux précédents. Il a un corps véritablement qui n'est pas très sexualisé. Pour atteindre les stades Tanner, les développements du pénis chez l'homme, il faut atteindre des concentrations nécessaires et suffisantes que pour atteindre les stades... Oh, pardon. Il faut... Voilà, c'est ici, on y arrivera. Il faut avoir un niveau de testostérone suffisant au-dessus de 545 nanogrammes par décilitre pour atteindre la partie haute du stade 4 au niveau Tanner et au minimum une concentration de 670 nanogrammes par décilitre pour atteindre le beau et puissant stade 5. Donc, il faut avoir des taux de testostérone et de DHT suffisants au niveau du sérum. Pour ce faire, on peut utiliser des gels de testostérone. Malheureusement, les gels de testostérone à 1% seraient insuffisants pour atteindre les niveaux nécessaires en testostérone. Les nouveaux gels d'une concentration de 1,62 à 2% pourraient être satisfaisants, mais l'idéal serait véritablement d'utiliser plutôt un gel de testostérone transdermal avec une utilisation de 1 demi-gramme par jour jusqu'à 3 grammes par jour. Ou alors, lorsque véritablement le déficit est plus important, on peut utiliser des injections en intramusculaire de testostérone énanthate à raison de 250 mg tous les 10 à 15 jours. Alors, effectivement, les phéromones stimulent l'attraction sexuelle. Tout le monde se souvient, dans une boîte de nuit, vous êtes dans un coin d'une boîte de nuit, vous voyez une jolie fille et vous commencez à la dévisager. Le contact visuel est super important. Puis finalement, courageux, vous vous approchez d'elle, contact physique, mais vous êtes précédé par un nuage de phéromones. Ce nuage de phéromones, il va apparaître à partir du moment où vous avez une pilosité suffisante. Si, comme notre cher Donald T., vous avez un manque de pilosité axillaire, un manque de pilosité pubienne, et que vous avez un déficit en odeur corporelle, le taux de phéromones s'écroule. Pas d'odeur corporelle, très peu, voire pas du tout de phéromones. Alors, la DHEA, par son déficit, va diminuer la pilosité axillaire et pubienne. Effectivement, et par ce faire, diminuer l'odeur corporelle. Si vous avez un déficit en testostérone, il est clair que votre odeur corporelle va être fort diminuée. Par contre, il serait vrai que quand on va en consultation, certains patients qui sont sous traitement de testostérone, il y a une modification de l'odeur corporelle et celle-ci peut être franchement parfois forte. Alors, même chose pour la dihydrotestostérone. La dihydrotestostérone, s'il y a un déficit, elle va causer la chute au niveau de la pilosité axillaire ainsi qu'au niveau pubien. Les phéromones dérivent donc de la DHEA, de la testostérone et de l'estradiol. La DHEA est donc un précurseur de phéromones. Elle va augmenter ceci par une augmentation de la production de sébum. Oui, on peut dire que la DHEA peut éventuellement augmenter la libido, mais malheureusement, pas beaucoup chez l'homme, mais principalement chez la femme. Mais elle peut augmenter également la fonction érectile chez l'homme, fatalement. Alors, lorsque vous utilisez 50 mg de testostérone par jour chez des personnes allant de 60 à 70 ans, vous allez retrouver une augmentation de la production de sébum qui peut être augmentée jusqu'à 66%. Et c'est principalement vrai pour les femmes au-dessus de 70 ans et éventuellement plus fréquent chez les hommes de moins de 70. Comment augmenter rapidement les phéromones? Et là, pour les hommes qui ont le même coiffeur que moi, ça va être plus difficile. Parce qu'effectivement, on peut rajouter 1 gramme de testostérone 10% au niveau des cheveux. Effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez augmenter la production de phéromones. Comment augmenter
la production de phéromones de manière permanente, je vous en ai déjà touché 2 mots. Vous pouvez utiliser de la DHEA chez l'homme de l'ordre de 25 à 50 mg par jour de DHEA, ou alors, de nouveau, utiliser le gel de testostérone transdermique, 10% à raison d'1 demi-gramme par jour jusqu'à 3 grammes en fonction de la déficience. Ou alors, de nouveau, si le manque de testostérone est véritablement prégnant, à ce moment-là, vous pouvez aller jusqu'à donner des injections de testostérone, 250 mg tous les 10 à 15 jours. Alors, l'attractivité sexuelle augmente aussi par le sourire et par la chaleur. À ce moment-là, il faut faire appel à l'ocytocine. L'ocytocine que vous pouvez utiliser par un spray nasal, le syntocinon. Vous pouvez utiliser jusqu'à 1 à 3 sprays par jour, ou alors utiliser des tablettes sublinguales de l'ordre de 50 à 10 unités par jour. Augmentation de l'excitation et de la libido. La testostérone va s'en occuper de manière magistrale. C'est l'hormone numéro 1 de ce genre de choses. Lorsque vous prenez dans le sang les valeurs de testostérone, vous savez que les limites sont entre 300 nanogrammes par décilitre allant jusqu'à 1000. Pour Zitzman, je suis désolé, j'y arrivais, voilà. Pour Zitzman, vous voyez qu'à partir de 432 nanogrammes par décilitre, et tout ce qui est en dessous, vous avez une fatigue qui s'installe et une perte de libido. Lorsque vous descendez encore plus bas, aux alentours de 332-380, vient s'installer une déficience coronarienne. On descend toujours, tableau dépressif, on descend encore, trouble de l'érection. Lorsque l'on injecte de la testostérone à des patients séropositifs, on fait pendant 6 semaines 2 injections par semaine. Ce que l'on voit, c'est une augmentation nette de la libido, jusqu'à 74% chez les patients sous traitement, et vous n'avez que chez le groupe placebo une augmentation de 19%, ce qui veut dire que c'est 4 fois plus efficace. La testostérone augmente l'excitation sexuelle et la libido par sa conversion en œstradiol. C'est au niveau cérébral que ça se passe. La testostérone va se transformer grâce à l'aromatase en œstradiol qui va exciter les récepteurs aux œstrogènes, et une partie va stimuler les récepteurs aux androgènes. Lorsque vous injectez de la testostérone à des mâles castrés, au niveau cérébral, comme je viens de vous le dire, cette testostérone va être transformée en œstradiol, ce qui va augmenter l'appétit sexuel du mâle, favoriser l'approche de la femelle et favoriser son comportement de couvrance. Si vous donnez de l'androstène, même chose, vous allez augmenter l'œstrone au niveau cérébral et même attitude, le mâle est beaucoup plus sexué et a envie de copuler. Même chose au niveau de l'injection d'œstradiol et à ce moment-là, vous allez augmenter également son appétence sexuelle. L'ocytocine augmente aussi l'excitation et la libido. Si l'on prend une étude sur 8 hommes, ce que l'on voit, c'est qu'il y a, lors de l'orgasme, une augmentation de l'ocytocine qui peut atteindre les 362%. On va utiliser de la naloxone, qui est un bloqueur des récepteurs opioïdes, et donc il ne va pas y avoir cette augmentation d'oxytocine au niveau du sérum. On ne va pas avoir de différence au niveau des battements cardiaques, et la pression artérielle sera la même. Mais par contre, ce que l'on va noter, c'est une diminution subjective de l'excitation et du plaisir lors de l'orgasme. Les phéromones, donc, ah oui, attendez, pardon. Alors, l'excitation augmente, l'excitation sexuelle augmente également aussi par contact visuel et contact physique. Les phéromones sont partie prenante, évidemment. Et donc, pour avoir un bon taux de phéromones, pour revenir à la présentation juste antérieure, soit vous choisissez un partenaire plus jeune, soit vous prenez un partenaire qui est bien traité.
Alors, la dihydrotestostérone, elle, va s'occuper de la sensibilité au niveau génital. Donc, c'est l'hormone numéro 1 qui va véritablement vous rendre beaucoup plus réceptif à toute caresse au niveau de la sphère génitale. Elle va agir en augmentant la concentration des récepteurs aux androgènes, aussi bien au niveau du pénis et du gland, et au niveau de la zone génitale. Par contre, un déficit en dihydrotestostérone va engendrer une diminution de votre testostérone libre, de la 5-alpha-réductase et des récepteurs androgènes qui seront moins stimulés, et donc effectivement on va perdre cette sensibilité tant recherchée. De nouveau, lorsque vous avez une déficience en dihydrotestostérone, il vaut mieux prendre à nouveau le gel transdermal qui va se transformer en dihydro. Ou alors, on peut utiliser, pour stimuler l'excitation et la libido, de la MSH. MSH, Melanocyte Stimulating Hormone. Ce n'est absolument pas disponible en Europe. Par contre, elle est disponible dans certaines pharmacies ciblées aux États-Unis et en Australie. Par contre, un médecin européen ne peut pas la prescrire. Mais par contre, de plus en plus de patients viennent en consultation en prenant ce type d'hormones, enfin de complément hormonal. Et il faut quand même être capable de lui expliquer le bienfait ou le malfait de cette substance. Par contre, la plupart du temps, on ne peut pas garantir la qualité du produit disponible sur les sites Internet. Donc, les dérivés de la MSH vont augmenter la sensibilité sexuelle physique. Le mélanotane ou le MSH, c'est l'hormone qui permet aux blancs de devenir bruns. Et donc, effectivement, il faut faire très attention aussi à ce genre de choses parce que les doses proposées sur Internet sont parfois excessives et vous vous retrouvez à des colorations cutanées qui sont véritablement très, très intenses. Donc, comme je disais, il y a une augmentation de la sensibilité sexuelle, aussi bien au niveau des cheveux, de la peau, des muscles, des parties génitales et des aires non génitales. Donc, c'est véritablement une hormone qui stimule véritablement de manière importante. Les doses proposées, comme je vous ai dit, sur Internet sont souvent excessives. Il faut maximum utiliser 0,05 mg par jour, voire aller jusqu'à maximum 0,1. Et jamais, jamais atteindre les 1 ou 2 mg par jour. L'ocytocine augmente l'émotivité sexuelle. Donc, l'ocytocine est une hormone qui va favoriser les liens sociaux, qui va rendre les communications entre êtres humains plus simples, plus chaleureuses. Vous allez avoir plus d'empathie avec votre partenaire. Et donc, vous allez être plus romantique, vous allez être plus attentionné, et peut-être même que vous allez offrir des fleurs à votre partenaire. Un traitement par ocytocine dans ce cadre-là, vous devez de nouveau prendre de 1 à 3 pressions par jour. Comment augmenter la fonction érectile? Il est clair que pour tout homme, c'est crucial. Avoir une belle érection, ça confirme la masculinité, la virilité. Vous êtes confiant, vous avez peur de rien, vous avez une bonne estime de vous, et ça vous apporte effectivement un maximum de plaisir. Alors, par contre, les troubles érectiles peuvent être le début d'une mort éventuellement prématurée, et ça, je vais vous l'expliquer. Alors, quand on parle de troubles érectiles, il s'agit d'une incapacité d'atteindre ou de maintenir une érection suffisante pour avoir une relation sexuelle satisfaisante. Ce problème de dysfonction érectile atteint 1 homme sur 10 en Angleterre. L'impuissance totale peut atteindre jusqu'à 5% des hommes de 40 ans et éventuellement même atteindre les 15% chez les plus de 70. Malheureusement, malgré la forte prévalence de ce trouble, très peu de patients reçoivent de traitement. 1/4 des hommes atteints de dysfonction érectile ont moins de 40 ans. Alors,
Oui, vous allez me dire, pourquoi un homme ayant une dysfonction érectile devrait diminuer sa capacité fitness? En fait, ce qui se passe, c'est que vous prenez un groupe d'hommes, 220 dans ce cadre-ci, des hommes en pleine puissance, pas de problème érectile, et des hommes avec des troubles de l'érection. Ce que l'on voit, c'est que la durée de l'exercice physique est diminuée de 21% chez les hommes présentant des troubles de l'érection. On parle d'une diminution du Duke Treadmill Score. En fait, le Duke Treadmill Score, c'est un score qui permet d'estimer le taux de survie à 5 ans chez les hommes qui ne présentent pas au départ de troubles coronariens. Ce test est basé sur la durée du temps d'exercice. Il est basé sur le comptage de millimètres en sous-décalage ST ou en sus-décalage ST et tient compte aussi de l'apparition ou non de phénomènes d'angor lors de l'exercice. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le score de treadmill, à partir du moment où vous avez un score supérieur à 5, vous avez 97% de viabilité à 5 ans. Lorsque vous avez un score qui est situé entre 4 et 11, vous descendez à 90% de taux de survie à 5 ans. Et lorsque vous avez un score inférieur à moins 11, à ce moment-là, vous avez plus que 65% de taux de survie à 5 ans. Il est clair qu'on peut dire qu'un homme présentant des troubles d'érection présente éventuellement également des troubles cardiovasculaires ou cérébrovasculaires. Lorsque vous prenez le taux de CRP chez les hommes présentant une dysfonction érectile, vous pouvez trouver une CRP qui peut être augmentée de 2,6. Éventuellement, vous allez trouver des calcifications, un risque de calcification des artères coronaires multiplié quasi par 4. Vous allez avoir une diminution du flux coronarien de 26%. Et chez 19% des patients qui présentent un trouble de l'érection d'origine vasculaire, si vous leur faites passer une angiographie, eh bien vous verrez qu'il y a une maladie coronarienne silencieuse sous-jacente. Donc, ce qu'on peut voir, c'est effectivement que vous avez une augmentation du risque de maladie coronarienne qui est multipliée par 2,5, et vous pouvez avoir des troubles de l'éjection ventriculaire gauche qui est multiplié par 2,2. Une autre étude montre que le risque cardiovasculaire peut être augmenté jusqu'à 70% dans une étude qui a été faite sur 60 000 hommes âgés de 35 à 74 ans. Et vous avez une augmentation du risque d'accidents vasculaires cérébraux majoré de 40%. Donc, la dysfonction érectile est vraisemblablement un avertisseur de développement de maladies cardiovasculaires sous-jacentes. Alors pourquoi, me direz-vous, la précocité des troubles de l'érection par rapport à la maladie coronarienne? En fait, il s'agit simplement, entre guillemets, simplement d'un problème anatomique. Lorsque vous prenez une coupe, d'artère pénienne, vous voyez que les artères péniennes sont plus petites que les artères coronariennes, 1 à 2 mm, de 2 à 3. Mais surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est que malgré cette petite taille, vous avez la paroi vasculaire qui représente 50% de ce volume total. Et donc, il est clair que la lumière étant beaucoup plus petite, elle va supporter une charge athéromateuse moindre, et donc elle va se boucher de manière précoce par rapport à la coronaire. Quand vous prenez un groupe de quasi 300 patients, que vous les classez en 3 groupes distincts, premier groupe présentant un syndrome coronarien aigu, avec une maladie d'un seul vaisseau, le deuxième groupe, maladie coronarienne aiguë avec maladie des 2 ou 3 vaisseaux, et le dernier groupe, c'est un groupe présentant des syndromes coronariens chroniques. Et le groupe contrôle, ce sont des patients qui ont été suspectés de maladie coronarienne, mais dont l'angiographie n'a pas révélé cet état de cause. Donc, de nouveau, on va utiliser un Gensini score
qui va permettre l'évaluation de l'extension de la maladie coronarienne et une évaluation de la dysfonction érectile. Ce que l'on remarque, c'est que le groupe 1, qui est le moins atteint au niveau coronarien, va présenter des troubles de l'érection qui seront moins présents également. C'est-à-dire, au moins les troubles de l'érection sont présents, au moins la charge athéromateuse est importante et au moins la maladie vasculaire est importante. Ce que l'on voit surtout, c'est... Ça, c'est le... Pardon, j'y arriverai. Ce que l'on voit surtout, c'est ici, c'est dans le groupe 3. C'est que la dysfonction sexuelle intervient dans 93% des cas dans les 2 à 3 ans précédant les problèmes coronariens. Alors les causes des troubles de la fonction érectile, les causes sont principalement vasculaires. Lorsque vous avez un patient qui est connu et qui présente une maladie cardiovasculaire, le degré de sa dysfonction érectile est souvent relié à son trouble cardiovasculaire. Ce qui est logique, puisque, comme je viens de vous le dire, les maladies cardiovasculaires et la dysfonction érectile présentent les mêmes facteurs de risque par rapport à l'athérosclérose et surtout une physiopathologie commune. Donc, en consensus, on va dire que la dysfonction érectile, elle est commune. C'est la manifestation précoce de problèmes d'athérosclérose et surtout, c'est le précurseur et l'annonciateur d'une maladie vasculaire systémique. Elle est liée à un problème endothélial. Elle partage le risque de cette... elle partage le risque... Pardon. La maladie cardiovasculaire et la dysfonction érectile partagent les mêmes risques étiologiques. Si vous voyez un patient de 25 ans et plus qui présente des troubles sexuels, il faut absolument aller lui poser des questions concernant sa fonction érectile. Parce que toute présence de troubles de l'érection peut engendrer des troubles cardiovasculaires et donc il faut absolument engager un bilan cardiovasculaire. Ça, c'est fondamental. Alors, il est clair que le vieillissement favorise les troubles de l'érection. Vous le savez tous, vous avez la colonne de gauche, le pourcentage de matin de dysfonction érectile par rapport à l'âge. Ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, les troubles de l'érection augmentent par rapport à l'âge. Ça, c'est pas nouveau, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ça monte assez vite, c'est 8,2% par an, ce qui est relativement important. L'index que vous voyez là, l'International Index of Erectile Function, va décroître évidemment. La satisfaction sexuelle étant moindre, le score de l'IEF5 va nettement diminuer. Alors, qu'est-ce que l'IEF5 ? C'est un scoring qui permet de déterminer l'importance et la sévérité de la dysfonction érectile. Au plus le score est bas, au plus votre trouble érectile est important. L'IEF5, c'est un score partiel. Il y a le score IIEF qui compte plus de questions et qui est un questionnaire plus fouillé. Clair aussi, et ça vous le savez comme moi, que le surpoids favorise les troubles érectiles. Alors, chez les personnes obèses, ce que l'on voit, c'est que toute augmentation de 3 kg par mètre carré du BMI va accroître les dysfonctions érectiles de 7,6%, ce qui est relativement important aussi, fatalement. Et donc, vous combinez les deux, vous combinez l'âge et le poids, effectivement, c'est un cocktail qui n'est pas favorable. Même chose au niveau de l'indice de la fonction érectile, qui décroît de manière opposée à ce qu'on a vu avant. Le tabac, il est clair que le tabac va perturber la fonction érectile. Il va y avoir une diminution du flot artériel arrivant. Il va y avoir une constriction des vaisseaux et aussi, malheureusement, une dilatation des veines. Donc, clair que le tabac n'est pas l'ami de l'érection.
Alors, statine, ça c'est la bonne question. Les statines facilitent-elles la dysfonction érectile? Alors, ce que l'on voit, c'est que peu importe le choix de la statine, le dosage de la statine, de son efficacité, après instauration du traitement, dans les 6 mois qui suivent, vous avez une diminution de 69% du fameux score dont je viens de parler. Et en plus, qu'on le remarque, c'est qu'il y a dans 22% des cas une apparition de la dysfonction érectile survenant justement 6 mois après l'instauration du traitement. Il est clair que cette dysfonction érectile apparaît principalement chez des patients qui ont une maladie endothéliale sévère, qui est principalement liée à l'âge, le tabac et le diabète. Alors, le manque hormonal, il est clair que le manque hormonal va faciliter les dysfonctions érectiles, principalement en favorisant le développement de l'athérosclérose au niveau des artères péniennes et favoriser la fibrose au niveau du corps caverneux. Lorsque l'on mesure le taux de testostérone biodisponible, on voit que les hommes présentant une testostérone biodisponible inférieure ou égale à 1 nanogramme par millilitre ont 3 fois plus de risques d'avoir et de présenter des troubles d'érection. Idem pour l'hormone de croissance. Il semblerait que la diminution des taux d'hormones de croissance liés à l'âge favoriserait ces troubles. Alors, quel type d'érection devons-nous atteindre par les médications que nous prenons? Petite minute végane. Vous voyez que les différents scores et stades d'érection sont liés à des fruits et des légumes. Le premier stade, le stade tofu, ça veut dire que le pénis est plus large, mais il n'est pas dur. Et ça, c'est véritablement signe d'une dysfonction érectile sévère. Lorsque l'érection atteint le stade d'une banane pelée, c'est-à-dire que vous avez un pénis qui est dur, mais pas suffisamment que pour espérer une pénétration. Le troisième stade, ça c'est la banane non pelée, la rigidité étant nettement meilleure, elle permet une pénétration, mais la rigidité n'est pas optimale. Et le stade final, c'est le stade du concombre. Et le concombre est véritablement le but de votre traitement. Alors, comment ces mécanismes peuvent-ils augmenter la qualité érectionnelle? Alors, vous avez à gauche une coupe de pénis, coupe de pénis au repos. Lorsque le pénis est au repos, vous voyez que les muscles lisses sont tendus, sont sous tension. Ils ne permettent pas au sinusoïde de se remplir. Lorsque vous avez le mécanisme de l'érection qui s'installe, c'est-à-dire que votre cerveau va envoyer les informations nécessaires et suffisantes pour obtenir une érection, vous allez obtenir une augmentation et une dilatation des artères qui va favoriser l'apport sanguin. Les sinusoïdes vont se remplir progressivement et ceci étant dû à la diminution et à la relaxation de la fibre musculaire. Alors, ce qui est fondamental à savoir, c'est l'anatomie en fait du pénis. À l'état de repos, vous voyez plus. À l'état de repos, vous voyez que les sinusoïdes sont relativement petits, contractés, que le flux artériel est faible et que vous avez sous l'albuginé le plexus veineux sous-albuginé. Alors l'albuginé, qu'est-ce que c'est? C'est une matière qui est peu extensible. C'est-à-dire que quand vous prenez un pénis en érection en main, vous avez deux parties. Vous avez la partie rigide qui concerne le corps, et ça c'est grâce à l'albuginé qui est mise sous tension, et vous avez la partie molle, entre guillemets, c'est le gland que vous pouvez déprimer avec le pouce si vous appuyez dessus.
Lorsque l'érection se produit, vous avez un afflux de sang qui va remplir les sinusoïdes. Ceci étant permis par une relaxation des fibres musculaires lisses. Lorsque le volume augmente, le plexus veineux sous-albuginéal, pas facile à dire, va se retrouver comprimé contre l'albuginée et va permettre une occlusion, donc pour obtenir une érection pleine. Donc les hormones permettent une dilatation des artères, une relaxation des muscles lisses et une augmentation de la tension au niveau du corps caverneux. Alors, les hormones vont augmenter les érections spontanées, le nombre d'érections et vraisemblablement les érections matinales. La testostérone est l'hormone idéale pour augmenter les érections matinales et spontanées. La testostérone va augmenter la libido, elle est performante au niveau de l'érection matinale et spontanée, elle augmente la sensibilité pénienne. Ça, ce sont les actions principales de la testostérone. De manière accessoire, elle va augmenter le volume et la rigidité de la verge et elle va provoquer une augmentation de la durée des érections. Et ça, c'est très important. Alors, comment la testostérone va-t-elle augmenter la fonction érectile? Donc, comme je vous l'ai dit, la testostérone va favoriser la dilatation des artères, permettant un afflux majoré de sang. Elle va relaxer les muscles lisses, permettant le remplissage des sinusoïdes et permettant ainsi une augmentation de la pression au niveau des corps caverneux et une augmentation de l'oxyde nitrique. Alors, elle va également augmenter la présence des récepteurs alpha-1 et adrénergiques. Elle augmente le contenant du nombre de muscles lisses au niveau du corps caverneux. Et là, on va le prouver tout de suite. Lorsque vous castrez un homme, vous allez avoir une diminution majeure de sa testostérone, ce qui va engendrer une fibrose du corps caverneux. Donc, par la fibrose, vous allez avoir une diminution de la pression intracaverneuse, vous allez avoir une diminution des récepteurs alpha-adrénergiques et vous allez surtout avoir une diminution du nombre de muscles lisses présents dans le corps caverneux. Donc, la testostérone permet de bonne pénétration, un coït et une éjaculation par sa conversion en dihydrotestostérone. La testostérone augmente l'efficacité du Viagra. Donc, lorsque vous associez la testostérone avec du Viagra, vous verrez que le nombre d'érections efficaces augmente, et ce, de manière quand même substantielle. Vous allez augmenter la rigidité maximale, mais là, vous voyez que lorsque vous prenez du sildenafil ou de la testostérone, le taux maximal de rigidité est déjà correct. En associant les deux, il n'y a pas une différence véritablement significative. Mais par contre, ce qui est très important, c'est que vous allez augmenter la durée de la rigidité. Et là, effectivement, vous voyez que c'est une grosse différence. L'association de Viagra et de testostérone augmente de manière pertinente la durée de la rigidité et surtout d'une rigidité efficace à plus de 70%. Et donc ça, c'est véritablement très, très intéressant, l'association testo-Viagra. L'association testo-Viagra va permettre aussi une augmentation de la circonférence du pénis. Vous voyez de nouveau que par rapport à la testostérone seule, ce n'est pas véritablement une grosse différence, mais de nouveau, vous allez avoir une augmentation dans la durée. Donc vous allez avoir un pénis plus gros, avec une bonne circonférence pour une durée plus longue.
Donc c'est intéressant. Et là, évidemment, la différence est véritablement très, très importante. Alors, si vous associez de la testostérone et du Viagra chez des personnes qui ne répondent pas très bien au Viagra dans un premier temps, ben vous verrez que si vous faites ce mélange, vous allez avoir 70% d'érections satisfaisantes. Et lorsque vous posez les questions du fameux score, la question 3, c'est le nombre de pénétrations possibles pendant l'acte sexuel, vous voyez que vous avez quasi le double, vous voyez que vous avez une belle augmentation à quasi x2. Lorsque vous posez la question 4, c'est lors de rapports sexuels, pendant combien de pénétrations vous restez rigide? Et bien là, de nouveau, vous avez, je ne vais pas dire par 2, mais 1,8, 1,7, 1,8 d'amélioration par rapport à le Viagra seul. Et quand vous parlez de score d'indice de satisfaction, bien vous voyez directement que vous augmentez par 4 la satisfaction. Ce qui en découle, ben que vous allez augmenter le nombre de contacts sexuels par mois et donc, bien entendu, l'envie. Alors, traitement à la testostérone. Revenons à la crème liposomale. À nouveau, vous pouvez utiliser de l'ordre de 1,5 à 3 grammes par jour, que vous preniez le matin ou que vous distribuez sur la journée en 2 fois, matin, soir. Alors, les zones d'application, eh bien, il vaut mieux les appliquer sur le haut du torse, près de la clavicule, en couche fine, nécessitant plusieurs passages répétés. Vous pouvez éventuellement les mettre au niveau du front, au niveau des flancs. Pourquoi ces régions-là? Parce qu'effectivement, dans ces régions-là, il n'y a pas trop de poils. Parce que si vous mettez au niveau de zones poilues, eh bien, vous allez avoir une augmentation de votre dihydrotestostérone. Aussi, on ne va pas les mettre au niveau des seins. C'est-à-dire que vous allez, au niveau des seins, vous allez avoir une élévation de votre œstradiol parce que vous allez appliquer votre testostérone sur une zone qui est riche et plus riche en graisse. Vous pouvez utiliser les injections de testostérone. De nouveau, entre 100 mg par jour tous les 5 jours à une semaine. Vous pouvez utiliser de l'androtardil de testostérone à 250 mg à raison d'une injection tous les 10 à 15 jours. Alors les inconvénients de ce système-là, ben, c'est évidemment, on va travailler en pic et en vallée. C'est-à-dire que les 3, 4, voire 5 premiers jours, vous allez avoir un surdosage. Vous allez éventuellement avoir une libido exacerbée, vous allez peut-être être plus dominant, plus agressif. Et par contre, en fin de parcours, vous allez avoir une perte d'efficacité possible. Et donc là, de nouveau, les symptômes de manque de testostérone, diminution d'énergie, diminution de la qualité des érections, libido dans les chaussettes, vont se retrouver dans les 2 à 4 derniers jours avant injection. Alors, pour bien faire un test de laboratoire, il est idéal de faire le test le jour précédant la nouvelle injection. Comme ça, vous voyez ce qui reste dans le sang avant de rajouter une nouvelle dose de testostérone. Alors, la DHEA peut augmenter de manière lente le nombre d'érections spontanées. La DHEA travaille beaucoup plus... la DHEA va travailler de manière beaucoup plus lente et beaucoup plus soft. Elle va surtout permettre une augmentation du flux artériel caverneux. Lorsque vous donnez de la testostérone 50 mg à un homme pendant 24 semaines, vous voyez que son score de qualité érectionnelle augmente et peut augmenter de manière sensible parce que vous pouvez atteindre jusqu'à 92% d'amélioration de ce score. Alors que dans le groupe placebo, il y a tendance à avoir un écrasement progressif au fur et à mesure des semaines. Alors, pour les déficiences en testostérone, si vous avez une déficience très modérée, et si vous avez un patient asiatique devant vous, il faut préconiser des doses faibles, de l'ordre de 13 à 15 mg par jour de DHEA. Lorsque vous avez une déficience moyenne,
Lorsque vous avez un patient asiatique ou européen, vous pouvez donner des doses de l'ordre de 15 à 20 mg. En général, les déficiences sont plutôt modérées et on donne la plupart du temps un dosage de 35 mg par jour. Et dans les déficits sévères, on peut monter jusqu'à 50 mg par jour. Et vous la prenez le matin lors du réveil. Alors, les hormones qui vont augmenter le volume, la rigidité et la durée des érections. Alors là, oui, effectivement, vous avez le pourcentage d'hommes et de femmes qui ne sont pas entièrement satisfaites de la qualité érectionnelle. Lorsque vous prenez le français, notre sympathique French lover, vous voyez qu'il se tracasse quand même beaucoup par rapport à sa qualité érectionnelle et il essaye d'optimiser et de se poser les bonnes questions pour satisfaire sa partenaire. Quand vous prenez le groupe des Coréens, vous allez me demander, les perfectionnistes vont demander est-ce que ce sont des Coréens du Sud ou du Nord? Mais quand vous voyez que ce sont 85% des hommes coréens qui ne sont pas satisfaits de leur qualité érectionnelle, vous savez que ce sont des Coréens du Sud, parce que les Coréens du Nord, ils seraient en camp de redressement. Alors, dernière petite chose, on va parler de l'oncle Sam. Vous voyez que l'oncle Sam, il n'est pas très performant. Il ne s'inquiète pas tellement de la qualité de son érection et par rapport à la demande de sa partenaire. Donc, oui, le petit Donald T, il n'est pas véritablement performant. Je me plante tout. Je suis désolé. Alors, la dihydro va augmenter le volume, la rigidité et la durée des érections. Elle va permettre également une légère augmentation de la libido, une augmentation des érections matinales et spontanées. Ça, ce sont des érections qui lui sont connues mais faibles. Mais par contre, effectivement, elle va bien augmenter la rigidité, le volume et la durée des érections. Alors, attention, lorsque vous prescrivez du finastéride ou du dutastéride, vous allez voir que après 4 semaines d'instauration d'un traitement par finastéride, 5 mg, vous allez avoir une chute de votre DHT qui peut atteindre les 65%. Et à l'arrêt du traitement, vous allez avoir besoin de 4 semaines pour récupérer un taux normal. Ce qui est plus marqué encore avec le dutastéride. Le dutastéride, en 4 semaines, va vous diminuer votre taux de DHT de 90%. Et le seul inconvénient, c'est que lors de l'arrêt du dutastéride, vous allez avoir besoin de plus de 16 semaines pour retrouver un niveau de DHT correct avant traitement. Donc là, il faut faire très très attention à l'utilisation de dutastéride et de finastéride. Alors, lorsque vous prenez des patients qui ont été exposés au finastéride et au dutastéride, vous avez 11 900 cas. Vous avez dans 1,4% des cas un développement des troubles érectiles persistants. Ça, c'est très important à savoir. Dans les 11 900 patients, vous avez 530 qui vont présenter un nouveau trouble de l'érection, ce qui représente plus de 4,4%, ce qui est quand même très très important. Et de ces 530, vous allez en avoir 167 qui vont rester avec ces troubles de l'érection. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous avez un patient jeune qui prend pendant plus de 7 mois du finastéride à 1 mg, il a 5 fois plus de chances de se retrouver avec troubles de l'érection persistants. Ça, c'est très très important à noter. Alors, pour conjurer le sort, on va donner à ces patients qui soit ont une déficience en dihydro ou soit prennent de la finastéride ou du dutastéride, vous allez redonner de la testostérone, soit en intramusculaire, soit en gel.
Alors, l'hormone de croissance va augmenter, elle, également le volume, la rigidité et la durée des érections. L'hormone de croissance peut augmenter la libido, elle va augmenter de manière modérée la qualité des érections matinales et spontanées. Et par contre, comme action primordiale, elle va augmenter le volume, la rigidité, la durée, la fonction spermatique fondamentale. Alors, comment l'hormone de croissance peut-elle augmenter la fonction érectile? Lorsque l'on mesure le taux d'hormone de croissance lors de la tumescence du pénis, et ce de manière transitoire, on peut trouver une augmentation de plus de 90% de l'hormone de croissance dans le sérum et dans les corps caverneux du pénis. Alors, l'hormone de croissance, comment va-t-elle agir? L'hormone de croissance permet une augmentation de la production d'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique, lui, va favoriser l'action et la production de CGMP, c'est de la guanosine monophosphate cyclique. La guanosine monophosphate cyclique va permettre à la cellule lisse, à la cellule musculaire lisse, de se le relâcher. C'est-à-dire que le CGMP va favoriser la fuite du calcium hors de la cellule et éventuellement dans le réticulum endoplasmique, en sachant que moins il y a de calcium dans la cellule, au plus la cellule musculaire lisse sera relâchée, ce qui va permettre un taux de remplissage sanguin beaucoup plus important des corps caverneux et qui va favoriser une amélioration de la qualité érectionnelle. Lorsque l'on pratique chez le rat une neurotomie au niveau du nerf caverneux, vous voyez qu'en lui donnant un traitement par hormone de croissance, vous allez augmenter la régénération de l'oxyde nitrique synthase, qui va permettre une augmentation de l'oxyde nitrique, et elle est contenue au niveau du nerf pénien dorsal et au niveau des nerfs intracaverneux. Ce qui va permettre à nouveau l'augmentation de l'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique va augmenter le CGMP va vider la cellule de son calcium, qui va permettre effectivement un remplissage plus important des sinusoïdes et augmenter la pression intracaverneuse. Lorsque vous prenez deux adolescents prépubères qui ont le syndrome de Laron, c'est une résistance primaire à l'hormone de croissance. Vous avez deux adolescents prépubères de l'âge de 10 et 14 ans. Vous les mettez sous injection d'hormones de croissance à 150 microgrammes par kilo chaque jour. Vous voyez que progressivement, les taux de LH et de FSH augmentent. Ils vont avoir une augmentation de leur testostérone, une augmentation du volume testiculaire et de la grandeur du pénis. Donc, ce qui veut dire que les deux garçons vont pouvoir débuter leur puberté. A contrario, quand vous avez le patient de droite, 28 ans, qui est développé totalement au niveau sexuel, qui est sous hormone de croissance dans le même cadre du syndrome de Laron, vous allez avoir, en diminuant ces taux de traitement et en arrêtant le traitement, vous allez avoir un retour à la case départ au niveau des niveaux sanguins, testiculaires et péniens. En résumé, pour avoir une bonne fonction érectile, avant l'érection, l'hormone qui va stimuler l'appétit sexuel, l'hormone principale, c'est la testostérone. Celle qui va favoriser la sensibilité sexuelle, c'est la testostérone. La fréquence des érections, à nouveau la testostérone. Par contre, celle qui va s'occuper de la rigidité, du volume, de la persistance de l'érection, c'est bien entendu l'hormone de croissance. Alors, les dérivés de la MSH vont stimuler le volume, la durée et la rigidité. Alors, le mélanotane et le mélanotane 2, ce sont des versions de synthèse de mélanocyte stimulating hormone. En fait, ça a été découvert aux États-Unis, dans l'université d'Arizona.
Le mélanotène, c'est un peptide long qui est linéaire, qui est composé de 13 acides aminés, à l'inverse du mélanotène, qui est une version courte, circulaire. Le mélanotène et le mélanotène 2, comme je vous l'ai dit précédemment, vont stimuler les capacités à la peau de devenir brune. Ce qui est important de noter, c'est la différence entre le mélanotène 1 et 2. Seul le mélanotène 2 peut provoquer une augmentation de la libido et des érections spontanées. Parce que bien souvent, vous entendez parler du mélanotène, mais celui-ci n'a pas ces effets-là. Uniquement le mélanotène 2. Alors, comment le mélanotène va-t-il augmenter la fonction érectile? Le mélanotène 2 va avoir une action tout à fait modérée au niveau de la libido, mais par contre, va augmenter la qualité des érections matinales, spontanées, va augmenter de nouveau la rigidité, le volume et la durée des érections. Lorsque vous injectez du mélanotène 2 à 10 patients présentant une dysfonction érectile d'origine psychogène, en leur injectant en sous-cutané 1,75 mg par 75 kg, vous verrez que le patient va présenter une érection véritablement satisfaisante avec une rigidité à plus de 80% pendant une durée de 38 minutes, tandis que le placebo, lui, n'a droit qu'à 3 petites minutes d'érection. Et là, malheureusement, je n'ai pas les scores pour la qualité érectile. Et donc, dans 80% des cas, vous avez des érections qui sont véritablement cliniquement visibles, avec un indice de satisfaction de quasi 7 sur 10. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que les effets de l'injection de mélanotène 2 sont transitoires. Il s'agit de nausées et de bâillements. Alors, autre étude, quand vous prenez 20 hommes souffrant de troubles de l'érection, que vous leur soumettez le fameux questionnaire en question sur le niveau de désir et les effets secondaires, et que vous les passez dans un Rigiscan qui permet de déterminer la rigidité pénienne, vous voyez que lors de l'administration du mélanotène, il y a une érection qui va apparaître dans 85%. Belle érection de nouveau qui va durer 41 minutes pour une rigidité d'un score tout à fait plein de plus de 80%. On va découvrir une augmentation du désir sexuel chez 68% des patients et de nouveau, vous allez avoir comme effet secondaire nausées et vomissements. Étude supplémentaire avec le PTE 141. D'un côté, des hommes sains qui n'ont pas besoin de stimulation visuelle sexuelle, et un autre groupe d'hommes présentant une dysfonction érectile avec une réponse tout à fait inadéquate au Viagra, c'est-à-dire que lorsqu'ils prennent du Viagra, ils ont moins de 50% d'érections satisfaisantes permettant une pénétration vaginale. Là, lorsque vous injectez des doses progressives de PT 141, vous voyez que les hommes sains vont avoir une réponse érectile sans stimulation visuelle à partir de doses de 1 mg. Les autres patients, les patients atteints de dysfonction, vont simplement commencer à réagir à partir du moment où il y a une dose de 4 à 6. Ce qui veut dire que, globalement, le PT 141 est bien toléré, il est safe, il n'y a pas véritablement d'effet secondaire patent, et ça pourrait être éventuellement intéressant comme traitement de troubles de l'érection sur une population plus large. Alors, lorsque l'on voit ceci, on voit que les mélanotène 2 auraient une efficacité sur 72 heures. Mais ça, ce sont des doses, ça c'est à dose supérieure à 0,5 mg par jour. Alors que nous préconisons de jamais dépasser 0,15 mg par jour. De nouveau, petit correctif. L'appétit sexuel, vous pouvez rajouter le mélanotène 2. Au niveau de la sensibilité, toujours dihydrotesto et mélanotène. La fréquence, on reste sur la testostérone. Le volume, vous rajoutez le mélanotène à l'hormone de croissance. La rigidité, vous rajoutez le mélanotène. La persistance, est même chose. Et en ce qui concerne l'éjaculation, favoriser la DHT et l'ocytocine. Alors, comme on vient de voir, les hormones essentielles pour avoir une érection plénipotente, c'est véritablement la dihydro, la testo, l'IGF-1
et les dérivés de la mélanothéine. Alors, comment augmenter le pouvoir orgasmique chez l'homme? La dihydrotestostérone augmente le nombre et l'intensité des éjaculations. Alors là, c'est la dia qui fait plaisir, parce que vous savez comme moi que la DHT favorise la chute de cheveux. Elle a tendance à donner un peu plus de poils, donc c'est pour contrebalancer et pour faire plaisir à mes amis chauves de début de présentation. On va voir que les taux de DHT peuvent être un prédicteur de l'activité sexuelle. Au plus la DHT augmente dans le sérum, au plus l'augmentation de la fréquence orgasmique est présente. Ça me fait plaisir. Hein. Merci. Alors, aussi, ce que l'on voit, c'est que le pouvoir couvrant chez les rats, eh bien, dépend des deux métabolites de la testostérone, à savoir l'œstrogène et la dihydro. Lorsque vous donnez de la testostérone seule, vous voyez qu'effectivement, à forte dose, vous allez avoir une stimulation et la transformation de la testo en œstradiol et en DHT, et donc vous allez avoir un nombre de copulations relativement satisfaisant. Lorsque vous donnez de manière concomitante de l'estradiol et du DHT au rat castré, vous allez augmenter son nombre de copulations. A l'inverse, lorsque vous prescrivez de faibles doses de testostérone n'engendrant pas de grosses transformations en DHT et en testostérone, lorsque vous donnez de la testostérone, j'y arriverai là. Lorsque vous donnez de la testostérone à faible dose en rajoutant de l'œstradiol, vous voyez que ce n'est pas suffisant, puisqu'il n'y a pas le DHT. Vous n'aurez pas un nombre de copulations suffisant. Même chose en rajoutant de la DHT à la testostérone, là vous n'avez pas suffisamment d'œstradiol, et donc vous n'aurez pas ce pouvoir couvrant augmenté. Alors l'ocytocine augmente le nombre et l'intensité des éjaculations. Alors l'ocytocine, comme on l'avait vu tout à l'heure, va faciliter chez la femme la naissance et l'allaitement. Dans les deux sexes, elle va faciliter l'orgasme, et au niveau cérébral, elle agit en tant que neurotransmetteur et elle facilite les relations sociales et les relations sociales entre êtres humains. Alors, l'ocytocine va permettre une augmentation de la conversion de la testostérone en DHT, mais par contre, au niveau prostatique, l'augmentation de la testostérone et la DHT va provoquer une diminution de l'ocytocine au niveau prostatique. Donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, lorsque vous êtes en phase orgasmique, après éjaculation, vous allez avoir un taux supérieur d'oxytocine de 362%. En rajoutant un bloqueur, la naloxone, effectivement, vous n'allez plus avoir ce pic vous n'allez pas avoir le pic de cytocine, et donc vous aurez un orgasme de faible intensité. Ce que je dois rajouter aussi, c'est que éventuellement, les bloqueurs de prolactine pourraient permettre de diminuer le temps de latence après éjaculation. Pendant l'orgasme, les taux de prolactine augmentent. Alors, quand vous prenez 10 hommes après masturbation, vous voyez que le taux de prolactine augmente pendant l'orgasme et reste élevé jusqu'à 30 minutes après celui-ci. Après l'orgasme, mais malheureusement, pas d'érection possible. Et donc, lorsque vous avez une excitation sexuelle sans orgasme, le taux de prolactine ne change pas. Lorsque vous avez orgasme, jusqu'à 1 heure après masturbation ou coït, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, vous allez trouver des taux de prolactine plus élevés. Vous savez que dans les cas d'hyperprolactinémie, vous allez avoir comme symptôme une réduction de la libido et une diminution de la fonction gonadique, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Et chez les animaux, une réduction drastique de l'activité sexuelle. Alors, lorsque vous partez en week-end amoureux, si vous voulez être le don Juan qui n'a pas besoin de période de latence entre les actes, eh bien, éventuellement, vous pourriez prendre une petite dose de bromocriptine,
de Parle d'elle. Vous pouvez commencer quelques jours avant votre week-end festif. Vous prenez un demi à un comprimé quelques jours avant et pendant la durée du week-end romantique, ce qui vous permettra éventuellement d'avoir un temps de latence écourté et d'avoir une éjaculation une demi-heure après la précédente. Ouais, parce que j'aimais bien la dénomination week-end romantique, c'est plutôt week-end sexe, quoi. C'est plutôt oui. Alors, comment vivre longtemps? Ben oui, il faut avoir du sexe. Alors, lorsque l'on prend des hommes qui ont une fréquence relativement importante de relations sexuelles, c'est-à-dire de minimum 2 par semaine, vous voyez que vous avez une diminution... Non, vous ne voyez plus. Vous voyez que vous avez une diminution du risque coronarien de 64%. Si vous voulez tuer lentement votre mari, eh bien, refusez-lui le sexe. Et il y a peut-être certains d'entre vous qui vont rentrer à la maison et qui vont vous dire « Chérie, tu vas mourir ». Alors, si vous prenez des relations sexuelles qui sont à moins d'1 fois par mois, vous augmentez le risque coronarien par quasi 3. Donc, c'est quand même très, très, très important. Alors, les hommes qui éjaculent beaucoup vivent longtemps. Lorsque vous avez plus de 100 orgasmes par an, vous avez une diminution de la mortalité totale de 34%. Donc, baisez, soyez heureux, vivez longtemps. Alors, lorsque vous avez un rythme sexuel fréquent, ben vous voyez que vous avez 2 fois moins de mortalité globale. Allez. Alors, non seulement vous avez une diminution de la mortalité globale, mais aussi vous avez une diminution de la mortalité coronarienne jusqu'à 2 fois moins. Vous avez... Oh, on en a parlé, pardon. Oh non, je remonte à l'envers. J'y arriverai. Alors, est-ce que avoir des relations sexuelles est-il dangereux? Ben, il y a nos amis de l'université de Francfort qui ont fait l'étude sur 21 000 autopsies, et donc on ne découvre que 0,2 hommes par 100 000 par an, c'est une faible prévalence, et les femmes, c'est véritablement 12 fois moins. Donc, la probabilité chez les hommes, c'est 95% de mortalité subite vasculaire. Et dans cette mortalité vasculaire, vous avez 54% des cas, il s'agit d'un infarctus du myocarde qui va vous avoir. Et dans 31% des cas, on retrouve un infarctus préalable. Alors, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que la moyenne d'âge de la mortalité lors des relations sexuelles est aux alentours de 61 ans. J'en connais certains qui ont cet âge-là. Alors, mais aussi ce qu'il faut savoir, c'est que ces morts sont arrivées lorsque l'acte se pratiquait avec une professionnelle. Et elles ont épuisé le client. Et donc, comment se prévenir du cancer de la prostate? Alors là, c'est la phrase que j'aurais jamais imaginé prononcer devant 200 personnes. Éjaculer. Éjaculer un maximum, et à ce moment-là, si vous avez plus de 21 éjaculations par mois, vous diminuez le risque de cancer de la prostate de manière véritablement substantielle. Alors, pour terminer, oui, le cerveau masculin, c'est le sexe et encore le sexe. Il est clair que, malheureusement, nous ne sommes pas faits pour le repassage, apparemment. Il est clair que nous aimons bien utiliser la télécommande. Et aussi, ce qui est très important, c'est chez les jeunes, c'est que on n'a pas véritablement localisé le noyau où on entend l'enfant crier au milieu de la nuit. Je vous remercie.